Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Permettez-moi de vous raconter une histoire extraordinaire, une histoire qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord, dans les colonies françaises d'Afrique du Nord, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie. Cette histoire me permettra de relativiser le jugement relativement sévère oui, que j'ai émis très modestement, mais avec certitude concernant la colonisation française, où je viens de dire qu'elle a été une très mauvaise affaire pour la France. Oui, très mauvaise affaire sur le plan économique, financier, comptable si vous voulez, mais sur le plan géostratégique, sur le plan de la survie, de la souveraineté de la France, là pour le coup, les colonies, notamment d'Afrique du Nord, ont joué un rôle vital. Un rôle vital. Sans elles, probablement, la France aurait peut-être perdu la Seconde Guerre mondiale ou aurait mis quelques années de plus pour être libérée ou encore aurait été déclassée et n'aurait pas figuré parmi les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont eu droit à un siège permanent au Conseil de sécurité. Voilà. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée entre mai-juin 1940 et la fin de l'année 1942. Alors, il faut revenir au contexte de l'époque. Mai-juin 1940, c'est la débâcle. 100 000 soldats français tués en quelques semaines. Pétain signe l'armistice. Il devient méchant. C'est ce qu'on nous a appris à l'école primaire et secondaire. Pétain méchant signe l'armistice, entame la collaboration. De Gaulle dit non et s'exile à Londres et continue la lutte. Le gentil de Gaulle. En réalité, les choses sont plus compliquées que ça. Pétain a joué double jeu. Vichy a joué double jeu. Il y a l'aspect condamnable de la collaboration, mais il y a aussi la préparation de la revanche. Vichy, officiellement, a préparé la revanche, la contre-attaque, à partir d'Afrique du Nord. Elle a convaincu les Allemands de rester en France, d'où l'armistice, qui a bloqué l'avancée allemande. Les Allemands auraient pu arriver à Dakar. La France s'était effondrée. Donc l'armistice a donné un prétexte à Vichy pour dire pas besoin de dépenser votre trésor, vos sommes, pas besoin de détourner votre énergie de la Russie et de l'Angleterre surtout. En allant dans les colonies, on s'occupe du reste pour vous, on vous arrêtez en France, et nous on gérera les colonies au nom de l'Allemagne pour les intérêts allemands, et on vous garantit qu'il n'y aura pas de collaboration avec les Alliés, les Anglo-Saxons, dans ces colonies-là. Surtout en Afrique du Nord, ce qui inquiétait les Allemands parce qu'ils voulaient contrôler la Méditerranée. Très bien, les Allemands s'en tiennent à la ligne de démarcation, vous savez, la France libre au sud et la France occupée au nord. Très bien. L'histoire qu'on ne nous a pas racontée, c'est que Vichy a créé une armée de réserve prête à en découdre, prête à la contre-attaque. Une armée de réserve au Maroc et en Algérie en particulier. Ceux qui se sont occupés de cette prouesse, ce sont des officiers vichistes, pas gaullistes, vichistes. Colonel Guillaume, devenu plus tard général Guillaume, général Juin, je crois à l'époque, général Juin, Végan et général Noguès, qui était le patron des forces françaises au Maroc et aussi le patron de l'administration civile française au Maroc. Donc, on a affaire à des gens qui sont dans le camp du mal, Vichy, c'est pas De Gaulle, voilà, les gentils De Gaulle, Jean Moulin et autres. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont trompé les Allemands, ils ont fait le camouflage des forces, des goumiers et des tirailleurs. Alors pourquoi ils ont dû camoufler? Parce que les Allemands ont dit, nous autorisons la France à avoir 100 000 soldats au maximum en Afrique du Nord. 100 000 soldats indigènes et européens, français de souche on va dire. Or, il y en avait plus. Il y avait des dizaines de milliers de soldats qui ont été rapatriés de France, des goumiers, qui ont perdu la guerre face aux nazis, qui ont fui, sont revenus chez eux. Des goumiers au Maroc, des tirailleurs en Algérie, et ça faisait beaucoup plus de 100 000. Et pour ne pas perdre ces soldats-là, et pour les avoir sous la main et les entraîner pour attaquer l'Allemagne au moment propice, le moment venu, ces officiers que je vous ai cités, ils ont organisé ce qu'on appelle le grand camouflage. Alors comment ils y sont pris? Ils ont rayé ces soldats-là des listes des effectifs militaires officiels et ils leur ont donné un job en tant que jardinier, payé par l'État, en tant qu'ouvrier agricole, payé par l'État, en tant que garde champêtre, garde forestier, garde de voie, je sais pas, responsable de gare, police rurale, gendarmerie rurale. Ils leur ont enlevé leurs uniformes et ils ont mis en civil. Comme ça, il y avait une commission d'armistice, donc les composés d'Allemands et d'Italiens, des fascistes. La commission d'armistice, les inspecteurs de cette commission qui sillonnaient le Maroc, l'Algérie, la Tunisie pour vérifier l'application des accords d'armistice, pour vérifier qu'il n'y avait bien que 100 000 soldats, et pas plus,
Eux, ils y voyaient que du feu. Ils voyaient voilà, des jardiniers, ils voyaient des mecs baraqués. Ils posaient la question aux Français, ils disaient mais c'est qui ça? Oh, c'est un soldat rural marocain, c'est un jardinier, voilà. Bon, les Allemands, on se doutait qu'il y avait quelque chose. Mais comme ils étaient racistes, enfin les nazis étaient racistes, ils se disaient ce sont des sous-hommes, ces berbères, ces arabes, même si des Français nous cachent quelque chose, ce sont des sous-hommes, ce sont des sous-soldats, il n'y a rien à craindre. Erreur fatale. Donc, comment les Guillaume, les Noguès ont caché les soldats? Parce qu'il faut les payer, hein. Les Goumiers, les tirailleurs, ils ne vivent pas que de l'amour de Marianne. Eh bien, ils ont été payés sur fonds spéciaux. Vichy, donc Vichy, hein, le méchant Vichy, a donné de l'argent, volontairement, chaque mois, pour payer les salaires de ces faux soldats, des faux, enfin, faux jardiniers, faux gardes champêtres et je ne sais quoi. Tous les mois jusqu'en novembre 1940, jusqu'au débarquement allié en Afrique du Nord, où là, l'histoire a changé. Après, ça a commencé une autre histoire. Bon, il ne suffit pas de payer les gens, il faut les entraîner. Donc on les entraînait la nuit pour éviter les regards indiscrets et la commission d'armistice qui sillonnait le Maroc et qui avait des indicateurs. Il y a eu des grands entraînements, des grandes manœuvres à Ouelmès, c'est à 150 km de Rabat, c'est le début du Moyen Atlas, c'est 1500 mètres d'altitude à peu près, c'est une terre berbère relativement déserte. Donc il faut voir des milliers de goumiers qui arrivent du Maroc entier, ils mettent plusieurs jours à venir, ils dorment le jour, ils marchent la nuit, ils arrivent à Ouelmès, ils se rassemblent avec leurs officiers français, ils font les manœuvres et ils reviennent, rebolotent, ils marchent la nuit, ils dorment le jour. Il y avait des fabriques d'armement, surtout de munitions, très discrètes, dans plusieurs points du Maroc pour avoir les munitions. Et il y avait bien sûr des caches d'armes. Les armes de l'armée française, enfin les casernes ont été vidées après, au moment de la débâcle, et on a caché les armes dans des cavernes tenues par des Marocains, qui auraient pu dénoncer tout ça aux Allemands, parce que après tout, les Marocains, ils étaient opprimés par les Français officiellement, enfin réellement, ils étaient colonisés par les Français. Et bien, ils ont pris le parti de la France. Aucun Marocain, aucun Algérien n'a appelé la commission d'armistice, les Allemands, les officiers allemands ou italiens, pour dire regardez, vous êtes en train de vous faire enfumer, il y a une cache d'armes ici, il y a un centre d'entraînement ici. Donc les armes étaient cachées dans les cavernes, dans les fermes coloniales, dans les fermes des Marocains, à peu près partout. Quand les Américains, plutôt les Anglo-Saxons, débarquent au Maroc en novembre 1942, opération Overlord, ils sont surpris, agréablement surpris. Ils s'attendaient à trouver des vichistes. Ils ont trouvé des vichistes, bien sûr, mais ils ont trouvé surtout une armée disponible de goumiers prêts à se battre. Et tout de suite après, décembre 42, janvier 43, les goumiers se regroupent dans des nouvelles unités. Ils se rendent en Algérie, notamment Mostaranem et ailleurs, et ils s'embarquent pour aller guerroyer en Sicile, en Sardaigne, sur l'île d'Elbe, en Provence et en Italie. Ces goumiers que les Allemands avaient méprisés par critères raciaux, se sont révélés des excellents soldats et ont foutu une peur bleue aux Allemands. Ils les ont traumatisés. C'est un peu comme les talibans aujourd'hui. Parce que les Allemands ultra équipés, bien habillés, avec une doctrine militaire ancienne et traditionnelle, enfin, on va dire, très raffinée, on va dire, sûrs d'eux-mêmes, ont commencé à perdre devant des gars qui ressemblent aux talibans. Des djellabas, des rzas, c'est-à-dire des turbans, des types qui mangent du pain sec, des types qui dorment la nuit à la belle étoile, des types qui se battent avec 2 fois rien, qui n'ont pas peur du froid. C'était un peu des surhommes, si vous voulez. Et donc, on est passé du mépris à l'effroi. Donc, il y a eu un rôle d'action psychologique. D'ailleurs, les Noirs aussi ont eu un rôle d'action psychologique sur les Allemands dans la Seconde Guerre mondiale, mais aussi dans la Première Guerre mondiale. Mais dans la Seconde Guerre mondiale aussi, ils ont eu ce rôle-là. Voilà, donc les colonies d'Afrique du Nord notamment ont eu un rôle décisif dans la reconquête de la France. Ce que je viens de vous raconter, cette histoire extraordinaire qui ne figure pas dans les livres d'histoire et pourtant elle est très officielle. Mais il y a aussi un autre rôle, évidemment. C'est le soft power que De Gaulle a pu utiliser. Parce que De Gaulle, quand il a parlé à... De Gaulle était à poil à Londres devant Roosevelt et Churchill. Il n'avait pas de pognon. Il n'était pas la France officielle. La France officielle, c'était Vichy. D'ailleurs, à Vichy, les Américains, ils avaient un ambassadeur. Hein. D'accord ? Donc Vichy, c'était reconnu, c'était la France officielle. Donc De Gaulle, qu'est-ce qu'il a pu dire? À un moment donné, il a vendu l'empire français aux Américains, aux Anglo-Saxons, en leur disant « Je vais vous amener l'empire qui va vous aider à la reconquête, parce que c'est un point d'appui militaire, point d'appui, point d'escale pour les avions, les navires et autres. » Il a essayé de s'en emparer
notamment à Dakar, je crois en 40-41, il n'a pas pu, et il s'en est emparé en novembre 42. Et quand il s'en est emparé, donc Vichy a perdu l'Empire, à partir de novembre 42, d'accord, notamment oui, l'Afrique noire et l'Afrique du Nord, mais l'Empire, il n'est pas tombé, enfin, il n'y a pas eu de vide de pouvoir. L'Empire est tombé dans l'escarcelle de Gaulle. Je passe sur la bataille avec Giraud, la querelle avec Giraud, et de Gaulle a joué de cet empire-là comme étant l'argument de soft power. Il a dit, les gars, moi, vous faites comme je vais vous le dire, vos escales chez moi, je suis la France, je suis un grand pays, je ne suis pas la pauvre Pologne dépecée ou la Roumanie complètement occupée par les Allemands et réduite en miettes. Donc voilà, donc ce rôle des colonies pendant la Seconde Guerre mondiale est tout à fait décisif, je le reconnais bien volontiers. Mon propre grand-père il a participé, il était goumier, hein. Il a participé à la bataille de France, il a été fait prisonnier en Allemagne. Donc je ne peux pas ne pas le reconnaître. Par contre, il n'a pas été prévu au programme. Gambetta, Jules Ferry, la Troisième République, les lobbies colonialistes du 19e siècle, la Troisième République, n'ont pas prévu qu'il y aurait eu un Hitler ou un Vichy, ou ils n'ont pas prévu qu'il y aurait eu une bataille, une guerre, où la France a failli disparaître et où les colonies auraient été utilisées pour sauver la France. Voilà, j'espère que ce module vous a été utile pour relativiser le verdict et aussi pour apprendre à ce qu'on ne veut pas que vous appreniez, ce que l'école et certains milieux politiques ne veulent pas que vous appreniez. C'est une histoire manichéenne. Il n'y a pas de manichéisme. Tout est, surtout dans l'histoire de la colonisation, tout est subtil, tout est nuancé. Alors ça fatigue évidemment, c'est plus facile, ça aurait été plus facile d'avoir noir et blanc. Tout est clair-obscur. Voilà. Et c'est le but de ce cours, c'est de vous donner des certitudes, des jugements, des conclusions robustes, mais avec la nuance qui va bien, qui vous permet de comprendre. C'est ce qui fait la beauté de l'histoire. Hein. C'est ce qui fait que l'histoire, c'est son côté imprévisible et son côté, on va dire, contingent, où des grands hommes font des miracles, comme ce qui a été fait avec cette histoire de gommiers, de tirailleurs au Maroc entre 1940 et 1942. Merci beaucoup.